Rétrospective James Bond, on commence par le 1, Dr No, je suis fou, je suis joie. Lorsque l'agent Strangeway est tué implacablement par 3 faux aveugles et que sa secrétaire subit le même sort alors qu'ils allaient envoyer leurs informations et prendre contact avec l'agence d'espions britannique, M, le responsable du MI6, envoie son meilleur agent 007 en Jamaïque pour enquêter sur le meurtre de ces 2 derniers et sur d'étranges interférences qui embêtent bien les Américains et le lancement de leur fusée qui viendrait de craquer l'île d'un certain Dr No. James Bond contre Dr No, donc réalisé par Terence Young, qui reviendra réaliser d'autres James Bond par la suite, est le premier James Bond officiel de Eon Productions. Il y a eu un James Bond avant, peu de gens le savent, Casino Royale, et oui, ce titre-là aussi, 1954, production américaine en direct à la télévision, qui est enregistrée, qui est disponible sur YouTube, avec Barry Nelson, un bon pur américain dans le rôle de l'espion. Bon, 49 minutes... c'est passable, ça raconte vite fait Casino Royale. Je vais pas aller jusqu'à vous dire que c'est indispensable, ça se regarde. Voilà, c'est juste pour les puristes et les complétistes. Ça s'arrête là. Casino is full of apologies, Mr. Bond. Such an act is beyond explanation. You had not begun to play, so it was not your winnings they were after. Yeah, it wasn't my autograph either. Well, you have our assurance. Harry Saltzman, heureux producteur de films nombreux, a réussi à acquérir auprès de Ian Fleming les droits des romans James Bond. Il ne pense pas dans un premier temps faire évoluer les titres jusqu'à ce qu'il rencontre Albert Cubby Broccoli, Cubby étant son surnom, qui lui a bien l'intention d'en faire une franchise, une série de films qu'il veut développer, et ne s'entendant pas sur le fait que les droits aillent à l'un ou à l'autre, ils vont aller aux deux, et ils vont créer 2 compagnies, la compagnie Danjaq pour les droits des livres, et la compagnie Eon Productions pour les films. Alors malgré le succès littéraire des romans de Ian Fleming à l'époque, il y avait carrément même des petites BD qui étaient insérées dans les journaux, les gens étaient fous, les 2 producteurs ont quand même beaucoup de mal à convaincre les majors de produire les films. C'est à la United Artists, dont le président est Arthur Krim, qu'ils vont réussir à acquérir la somme d'1 million de dollars, soit près de 300 000 livres à l'époque, une somme énorme, malgré le fait que pour un James Bond ce soit peu, et lancer la production de Dr No le 20 juin 1961. Dr No, malgré son maigre budget, épate parce que les producteurs arrivent à économiser exactement là où il faut, parfois des bouts de chandelle, je vous l'accorde, mais réussissent du coup à créer une famille cinématographique qui va revenir tout au long des futurs films et ainsi éviter un budget qui pourrait flamber en engageant des nouvelles personnes, alors que là, avec la famille, Broccoli était réputé pour faire par exemple des spaghettis sur le tournage, histoire d'éviter de payer un traiteur. Les James Bond vont faire une sorte de mariage parfait entre techniciens, acteurs, réalisateurs et producteurs, et réussir donc une franchise qui perdure depuis plus de 50 ans. How did it happen? I think they were on their way to a funeral. Alors c'est Albert Broccoli qui va demander au scénariste et surtout le scénariste principal Richard Maibaum d'insérer un peu plus d'humour par rapport au roman de Ian Fleming qui était extrêmement sérieux, on était vraiment dans l'espionnage pur et simple, dur, afin de séduire le public tout simplement, il faut faire des entrées, et éviter donc ce sérieux des romans de Fleming.
c'est après cela que Bond va sortir à chaque fois de la pire des situations. Il va en sortir indemne, tout en lançant un commentaire assez drôle et bienvenu, qui a été inspiré et par Sean Connery et par Terence Young, qui se sont amusés beaucoup de fois à inventer des phrases qui n'étaient pas prévues dans le script. Alors Ian Fleming était encore vivant à l'époque, hein. D'ailleurs l'île de Krapke qui sert d'île de Dr No dans le film est l'île dans laquelle il vivait dans sa villa qui s'appelle GoldenEye, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Ian Fleming était contre le choix de Sean Connery qu'il trouvait mal dégrossi. C'était étonnant, mais bon, voilà, il le trouvait comme ça, et c'est en le voyant en action pendant le tournage qu'il a complètement changé d'avis, et qu'il en était même à dire qu'il ne voyait plus aucun autre acteur pour interpréter son agent. Le tournage du film va durer à peu près 8 semaines, dont 6 en extérieur à la Jamaïque, hein, ce qui plaira beaucoup à l'équipe, notamment au compositeur Monty Norman, qui va s'installer avec sa femme dans une villa pour mieux composer la musique. Peter Hunt va être engagé au montage. Il va commencer par des innovations techniques et même faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans les écoles de cinéma, c'est-à-dire couper un travelling en plein milieu pour insérer un autre plan et repartir sur ce travelling derrière pour les rendre plus brutales. Dès l'assassinat de la secrétaire, on le voit. Dès le premier combat de 007 avec le chauffeur, on le voit. Ce sont des scènes qui sont très percutantes, et c'est même un travail que fera Michael Mann plus tard dans Le Solitaire, dans Le Sixième Sens, Manhunter et d'autres de ses films, c'est-à-dire cutter une scène et repartir quelques secondes plus tard. On a cette impression de qu'est-ce qui s'est passé, et là Peter Hunt l'a vraiment compris. Il va faire le montage sur plusieurs films jusqu'à arriver à la réalisation du magnifique Au service secret de Sa Majesté. Get up. La force de Bond réside d'entrée sur la fascination qu'il exerce sur le public. Richard Maibaum, le scénariste, va même modifier l'histoire du roman pour mieux nous le présenter à une table de jeu, dans une scène que l'on retrouvera souvent dans les James Bond, qui va désormais être culte dès le premier film, en se présentant à un jeu de cartes. Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Richard Maibaum changera aussi le fait que le Dr No ne travaille pas pour les Russes comme dans le roman, mais pour le Spectre, qu'il inventera pour les films. Alors on parlait de famille, hein, c'est vraiment une famille. Les décors sont de Ken Adams, et il va lui aussi rester sur les films pendant très longtemps. Nous avons Maurice Binder au générique, hein, nous en parlerons après, et le montage de Peter Hunt, qui resteront donc des signes distinctifs de la franchise et nous permettront à chaque fois de retrouver ce plaisir du personnage et des films par ces signes distinctifs qui nous maintiennent dans cette bulle de plaisir. Le film fut le succès de l'année 1962-1963 au cinéma et rapportera 60 millions de dollars dans le monde, et le film fut remboursé en 3 mois, ce qui n'est pas rien pour l'époque. Terence Young, le réalisateur, va beaucoup influer sur Sean Connery et sa manière de se tenir, sa posture, puisque en plus de sa réalisation tonique et de sa visualisation qu'il a de Bond, il est lui-même affable et distingué comme le personnage. Il était aussi assez élégant, il venait toujours sur le tournage en costume, dynamique, et faisait preuve de prestance d'esprit et de volonté, toutes les qualités de James en général. Donc avec Bon baiser de Russie, on peut dire que Dr No fait partie des adaptations les plus fidèles de Ian Fleming. Ça va diverger à partir de Goldfinger. Bond enquête, est plus un enquêteur, un détective privé presque, hein, qu'un héros qui cède de gadgets. Et voilà, il va finir ses enquêtes à coups de poing, à coups de malice et d'intelligence, ce que parfois dans les futurs films on aura du mal à voir. Le film est présenté à Londres le 6 octobre 1962 au London Pavilion. C'est un succès immédiat et le reste, c'est de l'histoire. What's going on behind my back? Nothing. Look. No hands.
Né le 25 août 1930 et malheureusement décédé le 31 octobre 2020 à l'âge de 90 ans, Sean Connery va devenir acteur après avoir musclé son corps qu'il trouvait lui trop mince, puis enchaînera dans plusieurs pièces de théâtre. Il va tourner son premier film en 1956 qui s'appelle Voyage en Birmanie et enchaînera les rôles divers et variés. Il pousse même un petit peu la chansonnette dans un film Walt Disney de triste mémoire, Darby O'Gill et les Farfadets. Oh, she is my dear, my darling one, her eyes so sparkling full of fun. No other can match the likes of her. She is my dear, my darling. C'est Terence Young avec qui il avait tourné le film Au bord du volcan et Peter Hunt avec qui il avait collaboré dans 2 des Commandos qui vont le recommander comme Bond auprès des 2 producteurs Albert Broccoli et Harry Saltzman. Donc plusieurs acteurs étaient déjà sur l'écran. Broccoli était allé voir Cary Grant mais il ne voulait faire qu'un film. Il était allé voir James Mason, puis Patrick McGowan, Richard Johnson, Trevor Howard, Peter Finch, Richard Burton et même David Niven, le plus anglais de tous les anglais. Roger Moore fut même considéré pour le rôle déjà à l'époque, mais il était vraiment trop jeune et pour Broccoli il le considérait plus comme un acteur de publicité pour du savon, un vrai acteur viril comme il le voulait. En parlant de cette virilité, pour Broccoli, il devait même être hyper viril. Et Sean Connery aura donc le rôle d'entrée quand il le voit. À la pente. 9 à l'avant. Excuse me. Thank you. Andre, I must pass the shoe. Sean Connery sera tellement identifié comme tel que les acteurs suivants auront vraiment du mal à le faire oublier. Sean Connery reste avec Daniel Craig maintenant, mais parce que beaucoup de gens n'ont pas vu les premiers films, mais Sean Connery reste quand même le James Bond ultime et le plus proche des romans de Ian Fleming. Donc Sean Connery imposa l'idée de ne pas faire de bout d'essai, d'être engagé de suite, c'est-à-dire c'est soit on le voulait, soit il ne convenait pas. Donc il a tapé du poing sur la table et demanda de faire le plus de cascades possible, notamment la scène de la tarentule alors qu'il était phobique des araignées. Alors pour cela on va mettre le lit debout en fait, Sean Connery étant attaché au lit. Et la tarentule va être placée sur une plaque de verre qui est posée sur le bras de Sean Connery. La sueur est réelle, je peux vous l'assurer. Et voilà, on arrive même à distinguer en HD la plaque sur le bras de Sean. Mais voilà, bon, il a voulu faire le plus de cascades possible, bien sûr, tant que l'assurance le permettait. Sean Connery tournera 6 films en tant que James Bond, les 5 premiers. Il y aura une petite parenthèse, George Lazenby avec Au service de Sa Majesté, puis reviendra dans Les Diamants sont éternels, je vous spoil, mais de triste mémoire, je n'en dirai pas du bien de celui-là. On le reverra plus tard dans le film Jamais plus jamais en 1983, qui sera en concurrence directe avec le James Bond de Broccoli et Saltzman qui était Octopussy avec Roger Moore. Alors, il faut savoir que Jamais plus jamais vient d'un procès qui a été gagné par le scénariste d'Opération Tonnerre, et il avait le droit d'utiliser uniquement le nom de James Bond, c'est-à-dire absolument pas le logo, absolument pas la musique, absolument pas tout ce qui touchait à James Bond, mais par contre il avait le droit d'utiliser le nom de James Bond et uniquement dans la même histoire qu'Opération Tonnerre. Donc Jamais plus jamais est bien un remake d'Opération Tonnerre et ne fait pas partie du canon de James Bond, il n'est pas dans la franchise, il se regarde, mais ce n'est pas du tout un film de la franchise. J'en parlerai quand même parce qu'il voilà, il y a Sean Connery dedans. What's going on? Forgive me, book her, Superintendent, will you? And, be careful of her nail varnish. La version de Bond par Connery est dure et cruelle, il faut quand même l'admettre, sans pitié ni faiblesse. C'est un grand amateur d'alcool, de bonne chair, à la vie luxueuse, ce qui a aussi aidé à ce que le public l'aime. Il est sûr de lui et de l'efficacité de son charme, malgré ses appétits sexuels qui sont nombreux. Bref, le Bond parfait. Première Bond girl de tous les temps, Honey Rider jouée par Ursula Andress, la Vénus de Botticelli,
pour Broccoli, reste pour beaucoup la Bond girl par excellence. Elle est naïve et intelligente et courageuse. C'est une femme pleine de ressources malgré le fait qu'elle reste quand même aidée par James Bond. Mais voilà, elle a quand même beaucoup de ressources. La rencontre avec Bond sur la plage sous la musique de Underneath the Mango Tree est absolument culte et reste un grand moment de cinéma et imposa au monde le décollage des ventes de bikinis, dont le fameux bikini qu'elle porte, qui sera vendu aux alentours de 40 000 livres aux enchères chez Christie's en 2001. Moi je dis bravo le bikini. Ursula Andress sera même lauréate du Golden Globe de la révélation féminine en 1964. Oh, I hope I did the right thing. You did the right thing, but you picked the wrong moment. I have to leave immediately. Oh, that's too bad. La deuxième Bond Girl importante, je ne vais pas parler de toutes les Bond Girls, mais c'est Sylvia Trench qui est jouée par Eunice Grayson et qui avait été à la base employée par les producteurs pour qu'elle soit récurrente dans chaque film, celle que James retrouvait une fois rentré en Angleterre. Elle sera là dans Bon baiser de Russie, puis l'idée sera vite abandonnée pour qu'il soit plus frivole et évite que les bien-pensants puissent penser du mal de quelqu'un qui trompe sa compagne à tout va. Elle va rencontrer au club Le Cercle James Bond, ce qui permettra au personnage de se présenter de la façon la plus iconique qui soit. C'est emblématique, ça restera à jamais, ce sera repris dans beaucoup de films. Et tombera très vite dans les bras de 007 à sa demande, elle, puisqu'elle va même le piéger et rentrer dans son appartement sans son avis, et sera une des seules donc à revenir 2 fois. $1 million, Mr. Bond. You were wondering what it cost. As a matter of fact, I was. Le docteur Julius No, méchant principal, joué par Joseph Wiseman, est le premier d'une longue série d'adversaires infâmes et de génies pervertis. On aura vraiment le choix sur la franchise du pire au meilleur, il faut quand même le dire. Charismatique à souhait, le docteur No a une apparition dont on se rappelle, même s'il n'apparaît que dans le dernier tiers du film, on le voit pas du tout avant. C'est un hôte exquis qui offre à Bond un repas des plus alléchants, bon, après l'avoir drogué certes, mais quand même. C'est un assassin froid et calculateur, c'est un ancien trésorier du syndicat du crime des Tongs à qui il a volé et emporté 10 millions de dollars et qui lui a permis de créer son île et rallier le Spectre, spécialiste en contre-espionnage, représailles et extorsion, inventé donc par Richard Maybaum et qui a été fondé par Ernst Stavro Blofeld, que l'on ne voit pas dans ce film, que l'on verra dans les prochains, et ainsi créer sa forteresse atomique. I thought you less stupid. Usually when a man gets in my way. Le Dr No a une particularité physique, il a perdu ses 2 mains lors de ses étapes assassines et celles-ci sont remplacées par 2 mains métalliques d'une dangerosité extrême, létale et capable de broyer n'importe quoi. You see what is in the cage. Pick it up. L'homme de main de Dr No est le professeur Dant, qui est un minéralogiste jamaïcain, qui est ici interprété par Anthony Dawson, qui fera d'ailleurs plus tard la voix de Blofeld dans tous les Bonds où on ne le voit pas, puisqu'à partir de On ne vit que 2 fois, c'est Donald Pleasence qui jouera le rôle, mais dans tous les films avant, on ne voit que les mains. Mr. Smith & Wesson. And you've had your 6. C'est un traître sans vergogne, il tente de tuer Bond en plaçant donc une tarentule dans son lit, puis retentera de le tuer chez Miss Tarot. Mal lui en prendra. Yes, you must.
En homme de main, nous avons aussi ces fameuses 3 souris aveugles hein, qu'on voit se tenir par les épaules en faisant semblant d'être non-voyants. Ce sont des mendiants jamaïcains mais qui tuent les agents anglais au début du film ainsi que la secrétaire et tenteront d'éliminer Bond quand il arrive en Jamaïque avec une poursuite en voiture assez iconique, ce qui permettra d'ailleurs à James de lâcher une petite phrase comme on les aime. Alors bien sûr, James Bond est toujours entouré d'alliés, heureusement, hein, il ne fait pas tout seul, hein. Ce n'est pas Ethan Hunt dans Mission Impossible, hein, je parle surtout des 2 premiers. Felix Leiter, donc, qui sera joué par Jack Lord, futur héros de Hawaii Police d'État, je parle de l'ancienne série, pas la nouvelle, et l'agent de la CIA avec qui il va s'allier. Alors dans ce film-là, ils ne sont pas encore amis, hein, ils le deviendront après. On le retrouvera dans beaucoup de films avec des interprètes. Il aide toujours Bond en renseignement et l'interprétation de Jack Lord reste l'une des plus emblématiques. Il est absolument parfait parce que certaines performances dans les films suivants resteront parfois un petit peu douteuses pour ce qui est du personnage. Central Intelligence Agency. You must be James Bond. You mean we're fighting the same war? Yeah, I spotted you at the airport, but Quarrel, joué par John Kitzmiller, avec un charme et une finesse assez rares, travaille avec Leiter, va amener Bond sur l'île de Crab Cay. Il est courageux mais extrêmement, voire un petit peu trop superstitieux et naïf, avec sa peur du dragon de Crab Cay qui n'est juste qu'un char avec un lance-flamme. Ain't no use you struggling. Bus full of rascals alligators. Alors bien sûr, que serait Bond sans son chef M, joué par le fabuleux Bernard Lee, qui jouera ce rôle jusqu'à Moonraker, puisqu'il décédera après. 007? No, sir. All right, then. Best of luck. Thank you, sir. Le grand chef des doubles zéros, souvent en complète désapprobation avec le style de vie de James Bond, mais tout en le respectant et en le tenant en très haute estime. Il est responsable du MI6 et de Universal Export, qui sert de couverture au fameux bureau anglais d'espionnage. Good evening, sir. Happens to be 3 a.m. When do you sleep, 007? Never on the films. Miss Moneypenny, on ne peut pas parler de Miss Moneypenny, hein, jouée par Lois Maxwell. Elle jouera le rôle jusqu'à Dangereusement Vôtre, ce qui n'est quand même pas rien, et restera la secrétaire très loyale de M jusqu'au bout des ongles. Elle joue le jeu de la séduction avec Bond à chaque film, hein. Elle le séduit, la séduit. Ces scènes sont souvent d'ailleurs très très drôles et on ne manquerait pour tout l'or du monde de les voir. Elle sauvera même la mise à 007 plus d'une fois. Dinner looking like this, James? You never take me to dinner, period. I would, you know. Only M would have me court-martialed for illegal use of government property. Alors il est un point assez clair puisqu'il a été normalisé en 2001 lors d'un procès à la Haute Cour de Londres. Oui, le thème de la musique de James Bond est de Monty Norman, d'accord. Mais sans les arrangements de John Barry, sans l'âme de John Barry, je ne pense pas qu'on en serait là. Alors oui, Monty Norman a écrit la musique complète de Dr No, mais le thème de James Bond a été complètement réarrangé par John Barry et son orchestre et réussira indéniablement à donner à 007 un thème inoubliable, qui est encore aujourd'hui pour beaucoup dans la réussite des films. La musique de Norman, bon, elle s'écoute sans grande saveur pour tout le reste du film. Il joue très peu avec le thème, et c'est quand le thème arrive vraiment joué par John Barry qu'on est vraiment devant un 007. Il y a aussi quand même, il faut le reconnaître, sa chanson de Underneath the Mango Tree qu'il chante avec Ursula Andress, qui est donc cette scène emblématique et qui reste dans les mémoires. Voilà, donc c'est vraiment à partir du deuxième film que la musique de Bond va vraiment s'amplifier, puisque John Barry va prendre le thème et jouer avec, en faire quelque chose d'absolument maîtrisé et parfait, jusqu'à son départ dans Tuer n'est pas joué.
Pour ce qui est du générique de début, ainsi que du gun barrel, la fameuse scène où on voit ces points blancs et la cible arriver sur James Bond et lui nous tirer dessus, c'est Maurice Binder qui va créer cela de façon assez simple. Ça va être le seul générique de début où il y aura plusieurs musiques mélangées, dont le thème de 007. Ce n'est qu'après, dans Bon baiser de Russie, qu'il y aura un thème musical ou chanté. Le générique se cherche un petit peu, on a des points de couleur qui arrivent pour rappeler les points du début. Ils seront d'ailleurs repris dans Mourir peut attendre en guise d'hommage au générique de Daniel Kleinman pour le film de Craig. Maurice Binder va travailler sur les génériques jusqu'à Permis de tuer, avec plus ou moins de bonheur. Binder réalisera de nombreux génériques de films de l'époque, comme le film Top Secret, Charade, Arabesque, La vie privée de Sherlock Holmes ou encore La bataille d'Angleterre. Voilà, c'est souvent des filles dénudées, qui passent devant l'écran au ralenti. Bon, c'est vrai que c'est un peu kitsch et de mauvais goût aujourd'hui pour certains, mais bon, moi je trouve que ça a son charme, ça rappelle une époque qui n'existe plus, à laquelle on ne trouvait pas ça anormal, mais bon, que voulez-vous, il faut bien que les temps changent. Le gun barrel, lui, d'une simplicité stupéfiante, fait promener des petits points blancs sur l'écran comme des impacts de coups de feu qui se suivent, avec un noir intégral. Dans le premier, il y a même les noms des producteurs qui sont là, et dès que le canon est braqué sur James Bond, celui-ci se retourne et nous tire dessus avec ce voile de sang qui tombe devant nos yeux. L'effet est absolument superbe, et en plus avec la musique de arrangée par John Barry dans Bond Back in Action Again, c'est juste parfait quoi. Donc il faut savoir que dans ce Dr No, ce premier film, ce n'est pas Sean Connery qui joue l'agent 007 dans le gun barrel, mais bien Bob Simmons, responsable des cascades. Le succès des génériques de Bond va donner à Maurice Binder l'occasion de s'amuser aussi sur les bandes annonces des films Bond, et certaines sont absolument fabuleuses. Je vous conseille d'aller voir celle de Moonraker. Ça reste des grands moments, des fois de folie. Alors c'est dans le premier film que Bond va délaisser son Beretta 25 pour le Walter PPK 765 avec silencieux incorporé par obligation de son chef M. Lui refuse absolument, mais suite à la mission d'avant, comme c'est mentionné dans le film, apparemment il a pris une balle dans le bide puisque son flingue s'est enrayé, et s'en est suivi quelques semaines à l'hôpital. Donc pour éviter ça, M l'oblige à prendre le Walter PPK qui s'enraye beaucoup moins et qui est beaucoup plus maniable. Glass window. Takes a Brausch silencer with very little reduction in muzzle velocity. The American CIA swear by them. Thank you, Major Boothroyd. Thank you, sir. Good night. Il n'y a pas de gadget dans le film. Bond utilise ses poings, son intelligence, un cheveu sur une porte pour voir si quelqu'un l'a ouverte, de la poudre sur sa valise pour voir si quelqu'un l'a manipulée, un roseau pour respirer sous l'eau, mais aucun gadget. Du coup, ça rend ce Dr No beaucoup plus violent que les prochains Bond, dont les gadgets rendront les films plus familiaux. Artificial light. We could be hundreds of feet beneath the sea here. Le repère du Dr No, créé par Ken Adams, c'est absolument fabuleux. C'était une grande salle atomique absolument géniale. Vous avez aussi la pièce où le professeur Dent va récupérer la tarentule qui est en trompe-l'œil, et grâce à la grille qu'il a ajoutée dessus, ça donne des ombres absolument géniales. La salle à manger avec l'aquarium géant qui est juste une image projetée sur un mur, mais voilà, avec les roches apparentes, la fameuse canalisation piégée et sans fin du film. Bref, tous les décors de Bond sont dès le premier film vraiment impressionnants, et tout ça pour l'unique somme de 20 000 livres.
après négociation de Keane Adams, parce qu'on lui en avait donné un petit peu moins. Mais bon, ça rend très très bien dans le film, ça se voit. Bond s'impose dès le premier film comme étant vraiment une franchise qui peut être très forte. Ce sera le cas pendant beaucoup d'années. Et évidemment, je donne à Dr. No une belle note, 5 sur 6. Le film n'est pas parfait complètement, mais il reste vraiment très très bon. Et je vous conseille vraiment de le regarder, alors avec l'esprit ouvert, parce que voir un gars qui tourne le volant avec un écran derrière lui, c'est sûr qu'aujourd'hui ça fait bizarre. Mais imaginez à l'époque la violence pour les gens, ce qu'ils prennent dans la gueule. C'est juste génial. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, laisser un commentaire, un petit pouce bleu, des vidéos à regarder. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine anthologie James Bond. Nous parlerons bien sûr de Bon baiser de Russie. Au revoir.